On se retrouve pour un nouvel épisode podcast et un épisode événement puisque je rencontre une chanteuse qui s'appelle Rose. Bonjour Rose. Bonjour. Faut que je t'appelle Rose Oui. ou je t'appelle Keren? Écoute, je crois qu'on se connaît pas assez pour que tu Non. m'appelles Keren. Alors, je t'appelle peut-être Rose. à la fin de l'épisode. Ouais, déjà je commets l'acte ultime de te tutoyer, ce qui est... Mais moi, je tutoie tout le monde. Ah, tu tutoies naturellement. J'ai beaucoup de mal à vous voyez. Mais tu es une fille du Sud. Oui. Et moi aussi, je viens du Sud, Ah. donc voilà, ceci explique peut-être cela. Oui, tu viens du Sud parce que tu es né à Nice, on va pas dire quand, mais on va dire à la fin des années 70, Fin. à la toute fin des années Ouais. 70. Tu es la deuxième, la première fille? Je suis la première fille, mais la deuxième enfant. Deuxième enfant. D'un couple d'une mère d'origine italienne et d'un père, alors il est dit dans Wikipédia, est-ce que c'est vrai, pied noir, je sais pas, Ouais, mais de Oran. quel? D'Oran, Ouais. Oranais. D'accord. Oranais. Et lui était plutôt dans l'immobilier. Après, plus tard, il a fait plusieurs choses, mais mes parents, en fait, ils ont exercé le métier d'étalagiste pendant toute leur vie, pratiquement, c'est-à-dire de faire les vitrines des magasins. Et donc, c'était les étalagistes de Nice. C'est eux qui faisaient presque toutes les plus belles vitrines de Nice. Voilà. Alors tu as fait des études de droit. J'ai tenté, ouais. Tu as tenté et tu as même avoué apparemment que tu avais triché pour obtenir ta maîtrise de droit. C'est vrai. Ce qui nous fait un petit point commun. Ah, Voilà. J'ai pas totalement triché, mais dans une des épreuves, j'ai triché. en droit? Non, c'était pas en droit, c'était en gestion. En gestion. Ouais. Mais Mais bon, il y a prescription. J'ai une excuse, c'est que je n'ai jamais exercé dans le droit. Donc finalement, je n'ai trahi personne et je n'ai manipulé personne avec des faux diplômes, puisque finalement, je ne me suis jamais servi de cette maîtrise de droit obtenue avec l'aide d'une oreillette. Alors t'as pas exercé dans le droit, mais tu as été professeur des écoles, tu as même enseigné dans une école. J'étais institutrice et pas professeure des Institutrice, écoles, parce d'accord. que j'ai pas passé le diplôme et que D'accord. j'étais dans une école juive. Ouais, dans le 19e. Hors Joseph, ouais, Ouais. et qui nécessitait juste une maîtrise d'une quelconque matière. Et d'ailleurs, je me souviens très bien au début de ta carrière, quand tu es devenue chanteuse, que Renaud t'avait un petit peu aidé, je sais pas, il t'avait présenté dans une émission, etc. Et il t'avait présenté comme une institutrice. Il avait dit, regardez, ce qui est capable de faire une institutrice. Ah oui? Oui, il t'avait Ça- présenté comme D'accord, ça. mais attends, j'ai un trou. Ouais, Renaud. Totalement. Renaud, le chanteur, il Ouais, mais t'avait... Renaud, je sais qu'en tout cas, à l'époque des réseaux sociaux où j'y étais, où on était beaucoup, c'était Facebook, je pense, il m'avait écrit et dit qu'il aimait beaucoup ce que je faisais. Tu faisais, ouais. Et oui, parce que, bon, on va pas être injurieux, parce que tout le monde se souvient de ta chanson. En tout cas, la première avec laquelle tu as cartonné tout de suite, qui s'appelait La Liste, qui est, voilà, quand on l'entend le matin à 8h, on l'a encore dans la tête C'est un poison. à 19h. Et oui, donc on est plein à avoir aimé ce que tu faisais et à aimer encore ce que tu fais. Et nous, en fait, je t'ai contacté parce qu'effectivement, tu es aussi podcasteuse depuis pas longtemps. Enfin, depuis beaucoup moins longtemps que tu es chanteuse. Ouais. Et c'est pas du tout un podcast sur la chanson ou quoi que ce soit, c'est un podcast sur les addictions. Parce que tu as révélé et tu as témoigné avec beaucoup d'authenticité de tes addictions multiples et des conséquences aussi sur ta santé, puisque tu as aussi parlé d'avoir rencontré... Ça, on ne sait pas. On sait pas si ça a un lié, lien, hein. oui. On Ouais, saura on sait jamais. Oui, parce que moi, j'ai pas d'addiction connue et j'ai aussi eu la même maladie. Vrai, Donc, ouais, voilà. pas Un du- cancer du sang en 2021. ouais, moi, c'était pas du sang. Quoique ça existe Ça chez existe, les hommes. ouais, Ouais, j'ai oui, vu. ça existe. Et en tout cas, tu as toujours été très précise et en même temps honnête sur ta vie. Très transparente. Un Transparente. peu trop, dirait mon père. Ouais. Lui qui disait tout le temps, on lave son linge sale en famille, il a été servi. Il aurait préféré la discrétion. Voilà, je dirais que j'ai utilisé la laverie publique. Et ton frère et ta sœur est plus discret sur... Oh là oui. Oui, Complètement, beaucoup plus. oui. Et donc, moi, je te rencontre aujourd'hui aussi parce que on a un atelier en commun, parce qu'on a fait tous les deux l'atelier des paroliers de Claude Lemel, que je reçois mercredi. Ah, merveilleux. Voilà, Il est aussi dans le extraordinaire. podcast. Écoute, Et- je lui ai envoyé une chanson il y a un peu plus tard que 2 jours, Ouais. un texte qu'on a écrit, enfin qu'il a écrit et que j'ai réécrit. Donc on a décidé qu'on l'avait coécrit, que je lui ai demandé, un texte qui s'appelle Tournesol. Et donc on a fait la chanson qui va être sur mon prochain album. Je lui ai envoyé avec beaucoup d'émotion parce que c'est une grande réussite, très grande réussite. C'est un texte magnifique dont je suis très très fière d'avoir pu exploiter en fait les mots de Claude, quoi, parce que c'est pour moi un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur en fait. Ouais, un des derniers En plus. grands. Ouais. Et toi, tu es venu à la chanson par la musique, pas par les paroles, si? Par les deux? Non, par les paroles. Parce Par les que moi, paroles j'ai toujours écrit avant même de jouer. D'accord. Et puis j'ai composé plus tard. Je jouais beaucoup de chansons
de mes idoles, hein, c'était Cabrel, Goldman, voilà. Et puis à un moment donné, j'ai compris que j'avais écrit des textes, que je jouais de la guitare depuis toute petite aussi, parce que mon père jouait de la guitare, il nous a appris la guitare. Et en fait, je me suis dit, je sais pas, à 13 ans, j'ai commencé à me dire, en fait, je peux aussi créer des chansons. Et je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai fait ma première chanson. J'ai l'impression d'avoir toujours fait ça. Alors on va révéler à nos auditeurs on est tous les deux un peu superstitieux et qu'on s'est donné rendez-vous à l'Écuge. Nous sommes le 5 mai, donc le 5/5/2025 à 5h55. Exactement. Et donc on s'en souviendra, peut-être qu'on réécoutera l'épisode dans quelques mois, quelques années. On se dira, oui, on avait eu cette bêtise-là, ce petit clin d'œil. Voilà. Donc il faut qu'il nous porte chance. Exactement. Mais je pense que ça va nous porter chance. Donc la chance, ça va avec le bonheur. Donc c'est un peu le thème général du podcast. Et donc ma première question, tout simplement, c'est quelle définition tu donnes au bonheur, Rose? Le bonheur, il se définit pas parce qu'il est fugace, il est impermanent. Donc c'est pas un état. Pour moi, c'est quelque chose qu'on cherche. C'est comme l'équilibre, ça se cherche et ça se trouve pas forcément. Mais je suis très bouddhiste, moi, dans ma conception du bonheur. Et disons que pour moi, le bonheur, c'est l'absence de souffrance. Donc déjà, comme je suis quelqu'un qui a énormément souffert, mais pas de choses extérieures, hein, à l'intérieur de moi, j'ai eu une vie plutôt heureuse en soi, une enfance heureuse, j'ai pas eu des événements terribles à surmonter. Et pourtant, j'ai quand même chuté, j'ai connu la nuit noire de l'âme, comme on dit, à maintes reprises. Et donc j'ai tellement souffert de l'intérieur, c'est comme un feu qui nous consume et que les gens ne voient pas, la dépression. Hein. Que pour moi déjà, quand je souffre pas, je vais bien, quoi. Et aujourd'hui, pour moi, le bonheur, c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire l'acceptation que la vie peut être merveilleuse comme terrible, et de vivre avec, pour moi, c'est un peu ça. Tu fais un distinguo entre bonheur et joie ou pas du tout? Ah oui, parce que si le bonheur pour moi est impermanent, la joie, pour moi, c'est une émotion. Le bonheur, c'est pas une émotion, c'est autre chose encore. Mais tout ça est très compliqué. Mais la joie, c'est comme la tristesse. On a des moments de joie, des larmes de joie, et des bonnes nouvelles qui nous mettent en joie, mais on peut pas être joyeux tout le temps. Quoique, il y en a qui y arrivent. Mais alors quand je parle dans mon podcast, le titre de mon podcast, Le bonheur c'est les autres, ça t'inspire quoi? Parce que je l'ai écrit comme ça par rapport à Sartre qui disait l'enfer c'est les autres, avec l'idée que, au moment où j'ai créé ce podcast, c'était avec l'idée que il fallait faire quelque chose pour que les Français soient enfin un peu heureux, un peu optimistes, parce qu'on est un pays très pessimiste, on y viendra plus tard. Et je me disais que c'était compliqué d'être heureux seul, qu'en fait on ne pouvait réaliser son bonheur, même quand c'est quelque chose d'intime, que en le partageant. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement. Le bonheur, c'est les autres, mais c'est très dur à l'admettre et très dur à s'en rendre compte, parce qu'on est dans une société très individualiste. Mais en fait, les gens les plus heureux sont ceux qui donnent, c'est pas ceux qui reçoivent. Donc on se rend pas compte que donner, c'est l'important, c'est donner. Je sais plus, c'est une chanson d'Obispo. Non, mais il y a les autres, en fait, nous permettent d'aller à notre propre rencontre. Donc on peut pas trouver la joie en nous si on n'a pas été en présence de l'autre. Voilà, c'est l'altérité qui vient nous amener cette possibilité-là de toucher du doigt quelque chose. Et disons que même la colère envers quelqu'un, elle nous apprend quelque chose sur nous et pas sur ce quelqu'un-là. On le sait maintenant aujourd'hui, tous les psychiatres vous le disent, ça n'a rien à voir avec la personne qui t'énerve, c'est toi et toi-même. Et donc l'autre nous permet en fait de nous guérir de nos propres blessures. Et il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir peut-être toucher du doigt un moment de félicité. Moi, il y a pour moi, c'est Spinoza c'est le philosophe de la joie. C'est en mettant de la joie dans tout ce qu'on fait et donc énormément dans le don, c'est là-dedans qu'on va enfin peut-être toucher du doigt cette béatitude, quoi. C'est ce qu'ont les croyants aussi, parce qu'en fait, justement, le fait de vouer sa vie à quelqu'un d'autre que soi, en fait, nous permet de nous décentrer de cet égocentrisme qui nous rend si malheureux. Si je te demande quel est le souvenir de ton enfance qui revient immédiatement en toi, c'est lequel? Alors c'est heureux, c'est joyeux. C'est le samedi matin, c'est Shabbat. Mais on a un Shabbat
très cool. C'est-à-dire mon père, il est torse nu sur la terrasse en train de jouer de la guitare. Mes parents sont beaux, sont jeunes. On chante Qu'est-ce que ma mère chantait du Barbara, donc je me vois me réveiller le matin. C'est pas toujours très gai, Barbara. Ouais, mais sauf que quand c'est ma mère qui s'appelle Barbara qui la chante, c'est autre chose. Parce que et en fait, j'ai des souvenirs d'une ambiance très joyeuse d'enfance, et c'est vraiment le soleil, la guitare et la beauté de mes parents. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement, parce que c'est vrai que c'est un couple esthétiquement... Oui. Non, mais ils sont magnifiques. Ils sont beaux. Donc ça a été un problème pour moi longtemps, d'avoir des parents trop beaux. Mais honnêtement, il y a une beauté quand tu vois ce paysage vue mer, une petite terrasse avec la vue mer, la guitare, le soleil. J'aimais Shabbat à l'époque. Tu l'aimes moins maintenant ? Oui. Là, on est dans une bibliothèque, il y a plein de livres autour de nous, là. Si je te demande un livre, ou alors un auteur, ou alors une pièce de théâtre, un film, une chanson, quelque chose qui t'a marqué de façon indélébile dans ta vie et qui t'accompagne encore aujourd'hui au quotidien. Qui m'accompagne, parce qu'il y a beaucoup de choses, ou de livres qui m'ont mais... marqué oui. Et qui ont fait un peu ma culture, mais je veux dire, ça va être plus des ouvrages que j'ai lus ces quelques dernières années, parce que ces dernières années, j'étais dans une quête absolue d'infini pour guérir de mes addictions et de mes souffrances. Et en fait, j'allais chercher dans des livres ce que j'avais pas en moi, quoi. Ouais. C'est encore une addiction, parce qu'aller chercher à l'extérieur ce qui nous manque à l'intérieur, c'est une illusion. Mais il y a des livres qui l'ont fait. Et notamment des livres de Christiane Singer, qui sont pour moi comme un médicament. Justement, elle a une empathie, une compassion et un amour inconditionnel pour l'humanité qui ressemble, bon là on n'est pas au bon endroit avec les pires cavotes et tout ça, mais qui ressemble à une énergie christique, comme on dit, quelque chose qui est de l'amour inconditionnel, ce que les gens voient quand ils font des expériences de mort imminente, où ils arrivent au ciel, ils ont l'impression qu'on les aime de tout leur... Christiane Singer, quand on la lit, on ressent ça. Et on se sent aimé. Et voilà, donc ce livre, il est magnifique, par exemple, il s'appelle soit, justement, c'est emprunt déjà de la Bible, Choisis la vie et tu vivras, ou alors, où cours-tu, ne sais-tu pas que le ciel est en toi. Oui, très beau. C'est vrai qu'elle est pas assez connue par rapport à... c'est du tout, je ne comprends pas. Je comprends pas. Si, elle a eu une petite période de... Mais là, elle revient. Ouais. J'ai l'impression qu'on la cite beaucoup, parce que les réseaux sociaux aiment bien prendre des citations de livres que les gens n'ont pas lus. Donc c'est merveilleux, les mecs qui te mettent des citations comme si il avait lu toute la biographie. On ne citera pas de nom, mais j'ai connu des journalistes culturels qui ne lisaient jamais un livre. Ah oui, bien sûr. Question numéro 3 ou 4, je sais pas. Et attention, à la 5, je fais un you-you. Ah oui. Est-ce que tu doutes souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que tu doutes avant tout de toi ou avant tout des autres? Je répondrai jamais la même chose à une question selon l'heure et selon le jour et selon mon humeur, parce que, comme je te dis, pour moi, tout est impermanent. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de te dire, je ne doute pas de moi. Je dis pas que je m'aime. Il y a plein de choses que je n'accepte pas en moi, mais je ne doute pas de moi dans mon action, parce que j'essaie d'avoir l'action juste. Et comme je me fie beaucoup à Dieu, appelons-le comme ça, pour moi... Quelque chose de transcendant, quoi. Exactement. Transcendance. Je me dis que c'est pas ma volonté de toute façon qui va être exaucée, donc je suis extrêmement, pas fataliste, mais je fais les actions qu'il faut faire, mais le résultat, pour moi, il ne dépend pas de moi, donc j'ai pas à douter, en fait. Alors, pour être honnête, dans ton interview, tu parlais pas vraiment de doute, tu parlais plutôt d'une forme d'intranquillité. Ah oui. D'intranquillité, qui a peut-être été un des facteurs de tes addictions. Alors là, oui. Par contre, tu n'as jamais souffert du syndrome de l'imposteur. Que si. Si, quand tu es venu. C'est pour ça que je te dis aujourd'hui. Ouais. Mais je ne m'en rendais pas compte. Mais en tout cas, je pense que j'ai consommé beaucoup de substances pour pallier à cette sensation de ne pas être légitime là où j'étais. Ça, c'est sûr. Mais l'intranquillité, j'adore ce mot. Vraiment, pour moi, il y avait un film qui est sorti qui s'appelle Les Intranquilles. Je trouve que c'est d'une beauté. Il y a le livre de Pessoa. Exactement. Et puis l'intranquillité, en fait, pourvu que l'on reste des intranquilles. Pour moi, il n'y a pas plus passif que la tranquillité. Moi, je connais des gens très proches dont le but est d'être peinards. Ouais.
Et que quand ils arrivent à ça, ils te disent j'ai réussi ma vie. Et moi, pour moi, c'est le pire truc qui puisse m'arriver. J'ai pas envie de me foutre dans la merde, hein, attention. Mais j'aime bien cette tranquillité qui fait qu'à tout moment, évidemment, tu as raison, je vais douter, on va dire, de mes croyances. Je vais me dire, mais attends, mais c'était pas ça, alors il faut que j'aille plutôt vers là. Moi, je suis capable d'aller explorer, je te dis, le bouddhisme, le judaïsme, Jésus, Marie, l'hindouisme, le New Age, tout. Tout m'intéresse. Mais je pense qu'aussi, tu es une artiste à dans plein de dimensions différentes. Et le fait d'être artiste fait qu'on est forcément gouverné par le doute. Il y a la fameuse chanson d'Anne Sylvestre, « J'aime les gens qui doutent ». Elle est magnifique. C'est une des plus belles chansons de la langue française. Et je pense qu'être artiste, c'est aussi ça. Ça fait vraiment partie de l'arsenal. Oui, mais on va douter de notre direction artistique ou on se remet beaucoup en question, mais on remet en question notre travail. Mais je connais des milliers d'artistes qui ne se remettent pas eux-mêmes en question. Et donc, le seul intérêt du doute, c'est pas de douter de ce qu'on fait, c'est de douter de ce qu'on est et d'essayer de se remettre en question, de se demander est-ce que je suis en train de jouer un rôle là maintenant tout de suite ou est-ce que c'est vraiment moi. Et moi, c'est ça mon doute au quotidien, c'est de me demander à chaque fois, tu vois, avant de commencer cette interview, je ferme les yeux, je respire, j'essaie de me positionner ailleurs que dans ma tête et mon mental pour me dire il faut que ça descende dans le cœur pour que ça soit moi en fait. J'ai pas envie de répondre des questions aux réponses comme on a envie que je réponde, tu vois. Mais je sais pas si tu connais le livre Les 4 accords Toltec, si. Voilà, de Don Miguel Ruiz. Eh bien, il avait gagné beaucoup d'argent, monsieur, avec ça. Oui. Eh bien, ça ne suffisait pas. Il a sorti le 5e accord Toltec, il n'y a pas longtemps. Hein. Eh bien, c'est le doute. Alors, je spoil tout, parce que c'est le livre entier, et sur ce 5e accord, c'est de douter. Douter de la vérité, douter de ce que les gouverneurs nous disent, douter de la politique, douter. Et je trouve que le monde ne doute pas assez. Hein, dans les réseaux sociaux, on ne voit que des gens qui affirment des positions et disent « j'ai raison ». Particulièrement parce qu'on est rentré dans une ère du numérique, une ère binaire, où... T'as tort, j'ai raison. Voilà, où tout fonctionne comme ça. Et c'est... Il n'y a pas de doute. Et on est né au XXe siècle, toi et moi, et on est né à une époque où l'analogique était encore la règle. Ouais. Et où toi, avec ta guitare, tu grattais sur tes cordes. Alors, la question suivante, elle est toute trouvée pour toi, parce que tu viens d'en parler déjà dans plusieurs de tes réponses, et aussi dans ton podcast. Donc on rappelle le nom de ton podcast, c'est Contre-addiction. Avec un tiret. Qui est un magnifique jeu de mots, mot valise. Comment on dit, mot valise. Ouais, je sais pas comment ça. Ouais, c'est un peu des deux. C'est un peu un jeu de mots, un mot valise. C'est magnifique. Et donc, la question, ça concerne la spiritualité. Et ça concerne le rapport à la mort. Tu as fait une chanson, entre autres, magnifique sur ton grand-père. Ciao Bella. Ouais. Et donc, ça fait partie des chansons que je me suis écoutées en boucle un certain nombre de fois. Et donc, je voulais savoir, ton rapport à la spiritualité, on commence à comprendre que c'est extrêmement important pour toi, mais aussi ton rapport avec l'au-delà, les gens qui sont... Tu as parlé tout à l'heure d'EMI, d'expérience de mort imminente, etc. Enfin, moi aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais c'est horrible. Je peux regarder des documentaires. C'était déjà le cas, et quand j'ai perdu ma mère, ça a pris une proportion... gigantesque parce que j'ai vu arriver des signes incroyables. Mais donc, quel est ton rapport à tout ça? Et notamment à tes chers disparus. Est-ce que tu dialogues avec eux, ne serait-ce que dans tes rêves ou dans... Alors non, dans mes rêves, malheureusement, j'ai un gros souci. Je ne me souviens jamais de mes rêves. Et j'essaie. Alors, on est deux. Mon grand-père, c'est les seuls rêves dont je me souvienne. C'est les rares fois où il était dans ce rêve, mais j'ai souvent rêvé de lui. Donc ça, c'est un rêve récurrent. Donc celui-là, je m'en rappelle. Il y a mon grand-père, il est là, et en fait, on va le voir, et je lui dis, mais en fait, t'étais là, t'étais vivant, et en fait, on vient plus te voir, on croyait que t'étais mort, et donc ça voudrait dire que tout ce temps, on n'est pas venu te voir. Et moi, avant, quand je faisais ce rêve, comme je croyais pas en l'au-delà, et que j'avais pas encore cette vision assez... Aujourd'hui, j'ai une vision, mais alors mystique, parce que c'est syncrétiste, ça s'appelle, c'est quand ça vient ramener de tout. C'est très New Age aussi, mais je communique avec l'au-delà, mais je ne sais pas avec qui et quoi. Mais avant de croire en tout ça, je pensais juste que c'était comme un signe ou quelque chose où je me disais, mais en fait, je ne vais pas assez sur sa tombe. Et bien plus tard, bien plus tard, mais bien après la chanson de Ciao Bella, parce que Ciao Bella, je dis même dans cette chanson, au-delà des étoiles, des rires du bon Dieu.
Parce que moi, pour moi, Dieu, s'il était là, il se foutait bien de notre gueule, quoi. J'y croyais pas une seconde. Et finalement, aujourd'hui, je me dis que ça voulait dire, et je le sais maintenant puisque j'ai eu tous les signes dont j'avais besoin, ça voulait dire, mais en fait, je suis là depuis le début et tu n'as qu'à me parler, tu n'as qu'à venir me voir, je suis là. Et donc, à partir de ce moment-là où ça m'a sauté aux yeux, j'ai commencé à communiquer. Après, moi, j'entends pas parler le ciel et j'entends pas des voix, hein, mais je demande et j'obtiens. Et je me sens soutenue dans toutes mes actions. Et ça suffit pour moi pour avoir la foi. Et on retrouve ça dans ton podcast. Moi, je le vis en tant que aussi podcasteur, c'est-à-dire que quand tu interroges des gens, là, tu me dis des trucs, et ça, en fait, à travers toi, je révèle aussi des choses de moi. Et toi, quand tu interroges des gens qui ont des addictions, ok, ton thème est précis dans ton podcast, mais tu parles sans arrêt de toi, en fait. Ah oui. À travers les gens que tu interroges. Si on m'aime pas, on peut pas écouter ce podcast. Exactement. Non, mais c'est vrai, parce que je ne peux pas faire autrement. C'est révélateur. Mais je pense que c'est aussi pour moi thérapeutique, que pour les autres, j'en ai besoin. Ouais. Et donc, parler avec l'au-delà, parler avec les autres, effectivement, on n'est pas à faire tourner des tables, on n'est pas... J'aimerais, moi j'aurais toujours... Non, mais j'ai essayé, pas de tourner les tables, mais j'attends. J'ai attendu des signes, des voix. Je me dis pourquoi eux, ils arrivent à communiquer, moi non. Et en fait, j'ai compris que c'était une histoire de... Enfin, voilà, ce que je pense, c'est une histoire de taux vibratoire. Selon ton taux vibratoire, tu as accès à des dimensions ou pas. Et voilà, on a notre fréquence, on vibre à une certaine fréquence. Ça, c'est prouvé, hein, parce que tout est vibration et tout est onde. Puisque nous sommes des atomes qui sommes que de l'énergie, donc c'est de la vibration. Eh bien, en fait, il y en a qui ont accès à d'autres niveaux de conscience. Là, en fait, grâce au livre Dialogue avec l'ange que j'ai connu très très récemment et d'autres, parce que j'écoute beaucoup de podcasts de spiritualité, en fait, aujourd'hui, moi je suis passée de scientifique à addiction, à machin, j'ai exploré tous les thèmes. À un moment donné, c'était le bouddhisme, à un moment donné, c'était Marie, m'a passionnée, Marie, pendant... Ah, t'as un point commun avec Gad Elmaleh, alors. Ouais, bien sûr, c'est bien. Et là, c'est Gita Malache, donc du Dialogue avec l'ange, j'ai compris que c'est pas avec des êtres disparus ou mes guides, je pense que c'est de dialoguer avec son soi supérieur. C'est-à-dire la partie divine qui est en nous, en hébreu, même la neshama, l'âme, ou alors, tout simplement, l'inconscient, quelque chose qui, lui, d'ailleurs, les hypnothérapeutes l'ont très bien compris, ils vont travailler avec l'inconscient pour faire avancer les gens. Et en fait, l'inconscient, ou l'âme, ou ce que tu veux, ce moi supérieur, il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et en fait, quand tu communiques avec le ciel, quelque part, tu communiques avec toi. Donc, on revient toujours avec ta phrase, le bonheur, c'est les autres, tu ne peux pas seul y arriver. Tu es une femme de mots et de notes, mais de mots. Quel est le mot que tu préfères de la langue française ou le mot auquel tu penses là à l'instant où on se parle là? Non, je pense à l'être, être. Ouais, je pensais à ça avec une majuscule parce que j'ai écrit dans une chanson « Je suis une femme de l'être », L'. Ah oui, c'est bon. Être. Et je pense qu'on est dans un monde du faire, du paraître, de tout, sauf de l'être. Et qu'on peut pas être en faisant, mais on peut faire, on ne peut faire qu'en étant, en fait. C'est-à-dire que si je ne suis pas exactement moi dans mon être, tout ce que je vais faire va être faux. Et tout ce qu'il va en sortir, en fait, ne sera pas justement d'origine de cette conscience supérieure. Ça sera ton petit moi, ton petit ego, ça sera ce fameux libre arbitre que l'homme a et qui a fait que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça le libre arbitre. Mais tu inverses la proposition, en fait. La fameuse proposition cogito ergo sum, je pense donc je suis. Exactement. Toi, c'est je suis donc je pense, en fait. Ah, oui. C'est plutôt je penche donc je suis. Et donc tu n'es pas... J'aime beaucoup le mot être, l'être. Mais est-ce que tu te sens quand même un peu héritière d'une forme d'existentialisme, c'est-à-dire je suis aussi ce que je fais. Je suis aussi ce que je fais. Non, pas du tout. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire souvent l'amour, c'est pas que l'amour, c'est des actes. Donc je pense qu'il faut de l'action. L'action est primordiale, mais l'action, il faut savoir de quel espace on agit. C'est très difficile et je pense que ça prend une vie, voire 200 000 vies, puisque je suis réincarniste, évidemment. On est là pour apprendre ça, en fait, pour apprendre à faire d'un autre espace que celui de notre mental, que l'action ne parte pas
de ce fameux libre arbitre que l'homme a et qui lui permet juste de nourrir sa propre satisfaction. Et tant qu'on ne pensera pas humanité, tant qu'on ne pensera pas à l'autre quand on agit, eh ben, ce seront des actions vaines. Donc oui, pour l'action, mais je pense qu'on n'est pas prêt à agir correctement, donc non. Il y a quelque chose qui est authentiquement juif, même si par ailleurs tu t'intéresses à plein de spiritualité, il y a quelque chose d'authentiquement juif dans ton attitude, c'est-à-dire que tu as été victime à un moment donné d'addiction, tu as subi une maladie grave qui aurait pu être fatale, et tu aurais pu t'arrêter là. Tu aurais pu te dire, ben voilà, j'en suis sorti, basta. Mais non, tu es allé vers ce qu'on appelle le tikkun olam, c'est-à-dire que tu as voulu transmettre, aussi bien par tes livres que par ton podcast, que même par tes... Je t'ai vu quelques fois le samedi matin chroniqueuse dans l'émission Bel et Bien. Donc ça, c'est quelque chose d'authentiquement juif, dans le sens réparer le monde. Et du coup, j'ai une question que je pose systématiquement à mes témoins, c'est vous considérez-vous plutôt, schématiquement, mais est-ce que vous considérez plutôt comme optimiste ou comme pessimiste? Et qu'est-ce qui vous donnerait, qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir? Du coup, j'ai presque pas envie de te poser cette question-là. Moi, je suis tellement pessimiste que j'en suis devenue optimiste. Parce qu'en fait, je suis en train de me dire c'est foutu, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je veux dire? Donc le tikkun olam, moi déjà, tikkun moi-même, tu vois. Tikkun moi-même. Parce que en fait, je pense que encore une fois, dans ma vision réincarniste, on vient tout le temps dans chaque vie réparer quelque chose. Donc le tikkun, c'est vraiment la réparation, et on est là pour ça. Donc on vient réparer une petite chose dans le monde. Après, là, je suis moins d'accord avec toi quand tu dis c'est très juif. Je pense que ce qui est très juif, c'est aussi le témoignage. On a besoin de dire regardez ce que j'ai souffert. Mais c'est vrai. On a besoin de dire n'oubliez pas comment j'ai souffert. Et ça, c'est un truc que je tiens... C'est la base de la liturgie juive. Hein, ouais. La Haggadah rappelle tous les ans, on l'a fait il n'y a pas longtemps. Moi, j'en ai marre, clairement. Mais ça, c'est ma façon de c'est ta façon à toi. Surtout que l'histoire de la Haggadah, personnellement, moi, j'y crois pas. Donc, je suis plus du côté d'Elphine Orviller qui va parler de symbolique. Symboliquement, l'homme doit se libérer, oui. Pour l'instant, on n'a pas de traces archéologiques de Moïse ni du fait qu'ils étaient esclaves en Égypte. Je suis pas du genre à vouloir des preuves, mais ce que je veux dire, c'est que ça me fait pas écho en moi, cette histoire. Je veux bien croire que, par contre, derrière le texte, il y a du lourd, et ça, j'en suis sûre. Il y a des codes, il y a quelque chose de divin. Mais quoi, je ne sais pas, j'arrive pas trop à comprendre. Mais par contre, je sais plus quelle était la question. Mais la question, c'est sur la réparation et Non, je suis assez... Le fait de transmettre. En fait, je suis optimiste dans le sens où je sais qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'on ne comprend pas aujourd'hui pourquoi c'est autant la merde. Parce que pour moi, c'est vraiment... Le monde, il est devenu terriblement moche. Mais c'est normal, ça fait partie du plan. Donc, on comprendra plus tard. Est-ce que ici, on est déjà au purgatoire et que c'est là-haut que c'est bien? Ou est-ce que dans chaque vie, on apprend et voilà? Et est-ce que l'être humain, avec son libre arbitre, justement, a tout détruit pour que finalement, il y ait à la fin un déluge comme Noé et que d'un coup, tout soit renouvelé? Je n'en sais rien. Mais j'ai confiance. En fait, j'ai la foi. Donc, quand tu as la foi, tu peux être qu'optimiste. Mais je pense que je ne suis pas du genre pessimiste, en tout cas dans la vie. Moi, quand j'entreprends quelque chose, je me dis toujours que ça va marcher. Et après... en plus, j'en attends rien. Je le fais vraiment avec l'optique que de toute façon, c'est fait et c'est pour le bien. Maintenant, qu'est-ce qui va en découler de ce truc-là? C'est plus de mon ressort. Vraiment, moi, je suis très stoïcienne, en fait. C'est-à-dire que je m'inquiète pour les choses que je peux changer en moi. Mais tout ce qui ne dépend pas de moi, en fait, j'ai décidé de lâcher totalement prise. On va finir un petit peu sur ton actualité, puis au-delà du podcast. Donc, c'est quoi aujourd'hui la vie de Rose? C'est quoi ta vie? Je parle de ta vie publique, je parle pas de ta vie privée, ça ne me regarde pas. Mais c'est quoi? Je me lève. C'est quoi ta vie publique? Et puis qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Est-ce que tu vas continuer à écrire? Est-ce que tu vas continuer à faire des chansons? Est-ce que tu vas continuer à faire des podcasts? Voilà. Est-ce que tu vas continuer à faire plein de choses? Et tout le temps avec beaucoup de talent, si je peux me permettre. Déjà, merci de demander ce que je fais.
de me dire que t'aimes bien ce que je fais aussi. Je peux pas te dire si ça va durer toute la vie, mais là, aujourd'hui, il s'est passé des choses qui ont fait que j'ai eu envie d'écrire des chansons, parce qu'on m'a demandé de faire des concerts, et j'avais pas envie de faire juste des concerts avec des chansons d'avant, et j'ai eu envie d'écrire un spectacle. Et en fait, ce spectacle s'est transformé en projet triple facette. C'est un livre, un album et un spectacle qui s'appelle Rose Movie. Et c'est un road movie intérieur, donc c'est un cheminement en fait, tout simplement, très spirituel quand même si je pars pas dans des délires comme j'ai pu faire là. Quoique, il y a eu certains soirs là, parce que je fais jamais la même chose, j'ai rien écrit vraiment. J'ai le cadre, mais j'ai pas écrit. Moi, je suis plutôt en freestyle. Et par exemple, ce genre d'interview, il y a des gens qui me disent, tu veux que je te donne les questions avant? Je dis, mais surtout pas, en fait. Quelle horreur. C'est-à-dire que t'arrives et c'est horrible. Et voilà, donc finalement, les podcasts, c'est vraiment, je le prends comme mon job et comme ma tâche, comme dirait dans Gita Malage, justement dans le dialogue avec l'ange. Nous sommes tous ici, non pas avec une mission comme si on était des êtres exceptionnels, c'est que chaque être humain a sa tâche. Mais si tu écoutes Jean-Jacques Goldman qui te chante « Y changer la vie », tu comprends que lui, il a tout compris depuis très longtemps. Et moi, je l'ai toujours dit que Jean-Jacques avait tout compris. C'est-à-dire que le cordonnier, sa tâche, c'est qu'il va rendre la chaussure d'une personne qui adorait sa paire de chaussures. C'est comme ça, et chacun a sa tâche. Et il n'y a pas des tâches moindres et des tâches grandes, en fait. Et donc, moi, le podcast, je le prends vraiment comme une espèce de tâche. Et la musique, en fait, ça m'énervait un peu parce qu'on me disait, oui, ça me fait du bien, merci, tu nous as fait du bien. Et moi, je n'avais pas l'impression d'être utile là-dedans. C'est un tort, hein, c'est moi qui étais illégitime. Mais finalement, j'ai voulu regrouper tout ce que je faisais et tout ce que je te raconte là dans les livres que je lis, tout ce que j'apprends, tout ce que j'ai compris, tout ce qui m'aide à vivre et justement à toucher du doigt ce bonheur et l'absence de souffrance. J'ai envie de le partager, c'est ça, en effet, le Tikkun Olam. Et là, aujourd'hui, Rose Movie, c'est vraiment, je pense, ce qui me ressemble le plus que j'ai fait. Alors maintenant, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que ce disque voit le jour, parce que c'est de l'autoproduction et que je peux te dire que c'est un casse-tête sur tous les plans, notamment financier. Donc j'aimerais vraiment y arriver et c'est vraiment compliqué. Et surtout, une fois qu'il soit fait, ce spectacle et ce disque qui touche et qui l'aide, pour le coup, je pense qu'il a un message porteur d'espoir. Comment on peut aider? Tu as créé un crowdfunding? Tu as fait quelque chose? Non, je ne veux pas faire ça. Tu veux pas? Non, parce que j'aime pas dire aux gens... écoutez, ça veut dire moi, que je suis artiste. Tu n'es plus sous un label, là? Il n'y a aucun label? Non. Ah, d'accord. Ok. Enfin, pour l'instant, parce qu'on a quand même des gens d'un coup qui tombent du ciel. C'est pour ça, je te dis, on est aujourd'hui le 5. On attend une réponse de quelqu'un dans une maison de disques qui était intéressé, peut-être, mais voilà. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, ça se fera. Mais en tout cas, t'es une femme forte. Malgré tout ce que tu as pu vivre et malgré... C'est pas moi qui suis forte, vraiment, je te jure que... T'es une guerrière. Non. Non, mais je plaisante. Les gens pensent ça, mais chercher comment j'allais introduire mon jeu de mots, je voulais t'appeler le soldat rose. Ah, très bien. C'est bien, ça. C'est pas mal. Non, mais j'aime beaucoup le soldat rose. Mais non, j'ai commencé à aller bien le jour où j'ai baissé les armes. Donc, je suis pas une guerrière. Ouais. Et tu t'appelles Rose parce qu'on rappelle que ça venait du film avec Bette Midler. The Rose. The Rose, qui était extraordinaire. Ouais. Écoute, Rose, comment te dire merci? Bah, comme ça. Merci. Merci à toi. Merci infiniment d'être venu et merci de t'être prêté à cet exercice. J'ai beaucoup parlé, hein. Ben, pas assez. Moi, on pourrait rester des heures. Tu m'avais dit quand on a fixé l'heure, si tu veux, on peut rester 2h30. Donc là, on a même pas fait 1 heure. Donc, même pas, on a fait un peu plus de 40 minutes. Donc, c'est déjà pas mal. Regarde, il y a déjà mon fils qui m'a appelé 12 fois. Ah bah oui. Tu vois, parce que j'imagine qu'il est inquiet que je sois pas à la maison. Il doit dire, mais qui va me faire à manger? Oui, c'est ça. Les enfants, ça fonctionne comme ça. Alors que le frigo est plein. Bah ouais. Merci Rose. Merci à bientôt. Merci beaucoup, vraiment, c'était hyper agréable. Merci. Et on envoie tout le monde sur ton podcast Contre Addiction. Et le 13 octobre, au Théâtre de l'Atelier à Paris. 13 octobre au Théâtre de l'Atelier. À bientôt Rose.